La pièce est plongée dans une pénombre épaisse, seulement troublée par le reflet bleuâtre d'un écran de téléphone qui s'éteint pour la 100e fois. Dans ce silence pesant, il reste là, immobile, assis sur le bord de ce lit qui a été le théâtre de tant de vos nuits blanches, de vos disputes orchestrées et de vos réconciliations factices. Ses doigts pianotent nerveusement sur ses genoux, un rythme saccadé, presque animal, trahissant une agitation que son visage s'efforce encore de nier. Il fixe le mur comme s'il attendait que les fissures lui répondent, comme s'il cherchait une faille dans la réalité qu'il a lui-même construite. Ce n'est pas de la tristesse que tu verrais sur son visage si tu entrais maintenant, mais une sorte de stupeur glacée, la réalisation brutale que le jouet ne répond plus. L'absence de ton bruit, de tes larmes, de tes justifications incessantes crée un vide acoustique qu'il ne sait pas nommer. C'est le silence de la proie qui s'est échappé, laissant le prédateur face à sa propre famine, une faim qui ne vient pas de l'estomac, mais d'un ego dévorant qui a besoin de se nourrir de l'autre pour exister. Le prédateur ne souffre pas de ton absence par amour, car l'amour demande une reconnaissance de l'autre que sa structure psychique lui interdit. Il souffre parce que l'architecture de son monde s'effondre sans ton regard pour en valider les fondations chancelantes. Imagine un acteur de théâtre, imbu de lui-même, jouant la pièce de sa vie, devant une salle soudainement vide. Les répliques sonnent creux, les gestes deviennent grotesques. Les silences ne sont plus habités par l'attente du public, mais par le néant. Sans toi, pour refléter une image de lui, qu'elle soit celle du héros magnanime ou du martyr incompris. Il n'est plus qu'une ombre sans contour, un spectre errant dans les coulisses d'un théâtre abandonné. Ce malaise qu'il ressent, cette brûlure acide dans son estomac qui lui donne des nausées au milieu de la nuit, c'est le début d'une agonie psychique qu'il tentera d'étouffer par tous les moyens. Alcool, réseaux sociaux, nouvelles conquêtes éphémères. Il ne s'agit pas d'un chagrin de rupture classique, mais d'une hémorragie de son importance personnelle, une décompression brutale de son sens de l'existence. Regarde bien cet homme ou cette femme, dépouillé de son aura de pouvoir. Derrière la morgue, derrière l'arrogance qu'il affiche encore peut-être sur les réseaux sociaux, avec des citations inspirantes ou des photos de soirées forcées, se cache une terreur archaïque, celle d'être démasqué par le néant. Sa vie est une succession de décors en carton-pâte, et tu étais le pilier central, celle qui tenait les murs pendant qu'il repeignait la façade. En partant, tu as emporté la lumière, les projecteurs et même le script. Maintenant, il erre dans les décombres, trébuchant sur les mensonges qu'il a semés et qu'il finit par croire lui-même. Il essaie de se convaincre que tu n'étais rien, que tu étais remplaçable, une simple variable dans son équation de domination. Mais chaque recoin de sa conscience lui hurle le contraire. La proie a cessé de nourrir le monstre, et le monstre, privé de sa source de vitalité, commence à se dévorer lui-même, ses propres pensées, devenant ses pires ennemis. Sais-tu ce qui le torture le plus, en cet instant précis, alors que la lune dessine des ombres menaçantes sur son plafond? C'est l'incertitude. Il a passé des mois, peut-être des années, à tenir les fils de ta vie, à savoir exactement quel bouton presser pour te faire revenir, quel mot cruel glisser pour te faire pleurer, quelle absence prolongée simuler pour te faire demander pardon pour des fautes que tu n'as pas commises. Il connaissait tes failles, par cœur, il les avait cartographiées comme un territoire conquis. Mais là, le fil est rompu, tes messages ont cessé, ton silence est devenu un mur de béton armé contre lequel ses tentatives de manœuvre de retour, ces fameux hoovering,
se brisent les Dawigums les unes d'après les autres. Cette perte de contrôle est pour lui une petite mort, une humiliation qui lui ronge les os et lui fait grincer les dents. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses respirer un air qu'il ne pollue pas, que tu puisses voir des couleurs qu'il n'a pas choisies pour toi. L'illusion qu'il tente de projeter au monde est celle d'une indifférence souveraine, une sorte de stoïcisme de façade. Il s'affiche peut-être déjà avec une nouvelle conquête, un nouveau trophée, qu'il expose avec une mise en scène millimétrée, comme pour dire « Vois comme je suis heureux, vois comme tu étais insignifiante, ne t'y trompe pas. Ce n'est qu'un pansement dérisoire, un morceau de ruban adhésif sur une plaie béante. Il a choisi cette personne précisément parce qu'elle est ton opposé, ou parce qu'elle semble plus facile à briser, moins lucide que tu ne l'es devenu. C'est un acte de dépit, une tentative désespérée de te prouver, et de se prouver à lui-même que le vide peut être comblé par n'importe quel volume. Mais dans l'obscurité de ses pensées, quand le nouveau trophée dort et que les masques tombent, il compare. Il cherche en l'autre cette étincelle, cette profondeur, cette empathie inépuisable que tu possédais et qu'il a tenté d'éteindre sans jamais y parvenir totalement. Chaque baiser qu'il donne à cet autre est un mensonge qu'il se raconte à lui-même pour ne pas hurler de solitude. Cette nouvelle relation est condamnée avant même d'avoir commencé, car elle ne repose pas sur une rencontre, mais sur une fuite. Elle n'est qu'une distraction pour fuir le spectre de l'insignifiance. Le narcissique ne construit jamais, il consomme, il ne cultive pas, il exploite. Et une fois que la nouveauté se sera dissipée, une fois que le miroir de la nouvelle proie commencera à renvoyer une image moins flatteuse, il retrouvera ce même goût de cendre et de métal dans sa bouche. Il est condamné à répéter le même cycle, la même danse, macabre, encore et encore, changeant de partenaire, mais gardant la même chorégraphie de destruction, pendant que toi, tu entames ton ascension lente, mais certaine vers la lumière. Lui s'enfonce dans les sables mouvants de son propre vide intérieur. Il est le prisonnier de sa propre pathologie, un roi sans royaume qui règne sur un désert de rancœur, comptant ses trésors de guerre qui ne sont que des souvenirs de cœur brisés. As-tu déjà ressenti ce moment de grâce où, après des mois de brouillard toxique, l'air devient soudainement pur, presque trop vif? C'est ce qui se passe pour toi. Mais pour lui, l'air devient irrespirable, chargé de l'ozone de ses propres tempêtes. Sa haine, qu'il retournait contre toi, se transforme maintenant en une force centrifuge qui écarte tout ce qui est sain et sincère autour de lui. Il commence à s'en prendre à ses proches, à ses amis les plus fidèles, à quiconque refuse de valider son délire de persécution ou sa version falsifiée des faits. Il devient le centre d'un tourbillon de négativité qui finit par l'aspirer, car à force de crier au loup, plus personne ne vient l'écouter. C'est le principe implacable du boomerang. Toute la douleur, la confusion et la honte qu'il a projetée vers toi pendant des années reviennent maintenant vers lui avec une force décuplée par ton absence. Le karma n'est pas une punition divine, c'est simplement la réalité qui reprend ses droits sur le mensonge. Chaque pas que je fais à tes côtés dans cette exploration des méandres de l'âme me confirme une chose. Ta parole, une fois libérée du carcan de la peur, est ton arme la plus puissante. J'ai décidé de consacrer mon temps à bâtir ce sanctuaire de compréhension, cette clairière de vérité dans la forêt sombre de l'abus narcissique. Pour que ce message porte plus loin que les murs de ta chambre, pour que nous soyons des milliers à porter cette flamme de lucidité, ton soutien est le souffle indispensable. Chaque personne qui rejoint ce cercle, chaque voix qui s'ajoute à la nôtre,
renforce le bouclier que nous forgeons ensemble contre l'ombre. Ce n'est pas seulement une question de nombre, c'est une question de fréquence vibratoire. Plus nous sommes conscients, moins les manipulateurs ont d'espace pour opérer. Nous créons une immunité collective contre ceux qui se nourrissent de la confusion d'autrui. La torture du narcissique atteint son paroxysme lorsqu'il réalise, avec une horreur sourde, que sa campagne de dénigrement a échoué lamentablement. Il a raconté des horreurs sur toi, à vos amis communs. Il a tenté de retourner ta propre famille contre toi. Il a voulu salir ton nom dans la boue de ses propres frustrations. Il a utilisé les Flying Monkeys, ses complices involontaires, pour diffuser son venin. Mais la vérité possède une résonance, une fréquence particulière que le mensonge, aussi sophistiqué soit-il, ne peut jamais imiter. Les gens commencent à voir les fissures dans son masque de bon gars ou de femme parfaite. Ils remarquent son instabilité, sa rage mal contenue dès qu'on le contredit, ses contradictions flagrantes. En essayant de te détruire, il a fini par s'exposer lui-même, montrant à tous la noirceur qu'il cachait derrière ses sourires de façade. Il est maintenant coincé dans le rôle du méchant de sa propre histoire. Et cette image, si loin de la perfection qu'il revendique, le dégoûte plus que tout. Il se regarde dans la glace le matin, et pendant une fraction de seconde, avant que les mécanismes de défense ne se réactivent, il ne voit rien. C'est là, son secret le plus terrifiant, la source de sa rage, l'absence d'un moi authentique. Sans une victime pour incarner ses émotions à sa place, pour porter sa honte et sa colère comme un vêtement de rechange, il est obligé de faire face à ses propres démons. Et ces démons sont affamés, car ils n'ont pas été nourris depuis ton départ. Ils lui rappellent chaque trahison, chaque manipulation, chaque acte de cruauté gratuite qu'il a commis. Il essaie de fuir dans le travail, acharné, dans les addictions diverses, dans des plaisirs éphémères et coûteux, mais le silence de la nuit finit toujours par le rattraper. C'est une agonie lente, une érosion de l'âme qui ne laisse derrière elle que de la poussière d'ego et un sentiment d'inutilité absolue. Il t'observe peut-être encore de loin. Tel un fantôme hantant les réseaux sociaux, caché derrière des faux profils, ou utilisant des intermédiaires naïfs pour glaner des miettes d'informations sur ta nouvelle vie. Il espère, il prie presque pour te voir t'effondrer. Il guette le moindre signe de faiblesse, la moindre chanson triste que tu pourrais partager, la moindre larme que tu pourrais verser en public. Mais quand il voit que tu guéris, que tu reprends goût aux choses simples, que tu souris à nouveau d'un rire qui ne lui appartient pas, sa douleur devient physique, une crampe dans la poitrine qui ne le quitte plus. Ta réussite est son enfer personnel. Chaque projet que tu mènes à bien, chaque nouvelle amitié saine que tu noues, est comme une lame qui entaille son ego surdimensionné. Tu n'es plus sa source d'énergie. Tu es devenu son miroir déformant, celui qui lui renvoie l'image de ce qu'il a perdu par sa propre faute et de ce qu'il ne sera jamais, un être libre et entier. Le narcissique vit dans un état de futur fucking permanent, une projection d'avenir fictif où il est toujours le gagnant. Il se raconte des histoires sur ce qu'il va accomplir pour te rendre jalouse, sur la façon dont il va te punir par son succès, sur la vie merveilleuse et luxueuse qu'il aura sans toi. Mais le futur arrive toujours, et il est désespérément vide de sens. Ses châteaux, en Espagne, bâtis sur le sable de ses mensonges, s'écroulent sous le poids de sa propre inertie et de son incapacité à s'engager réellement dans quoi que ce soit. Il se retrouve seul avec ses regrets, même s'il ne les admettra jamais, car admettre un regret serait admettre une erreur, et une erreur est une faille mortelle pour lui.
Il préférerait s'autodétruire plutôt que d'avouer qu'il a eu besoin de toi. Cette fierté mal placée est la corde avec laquelle il finit par se pendre, psychologiquement, s'étouffant dans son propre orgueil. Rappelle-toi ces moments, au début, où il utilisait l'émiettage affectif pour te garder sous sa coupe. Quelques miettes d'attention, un compliment inattendu, une promesse de changement pour te faire espérer un festin qui n'arrivait jamais. Aujourd'hui, la roue a tourné. C'est lui qui mendie ton attention, même si c'est par la provocation, l'insulte ou la victimisation outrancière. Il a soif de ta réaction, n'importe laquelle, ton mépris, ta haine, tes cris de colère. Tout lui va, tant que cela signifie qu'il a encore un impact sur ton système nerveux, qu'il occupe encore une place dans tes pensées. Mais quand tu atteins ce stade de l'indifférence pure, quand tu ne ressens plus ni colère ni tristesse, mais seulement une sorte de pitié lointaine, comme on regarderait un enfant capricieux ou une machine cassée, c'est là qu'il subit sa défaite finale. L'indifférence est le seul poison auquel il n'a aucun antidote, car elle signifie qu'il n'existe plus dans ton monde. As-tu déjà remarqué comment il tente frénétiquement de réécrire l'histoire de votre relation? Dans sa version des faits, il est la victime héroïque d'une personne instable et cruelle. Il inverse les rôles avec une aisance déconcertante, s'appropriant tes souffrances pour en faire les siennes. Cette distorsion de la réalité est sa seule défense contre l'effondrement total de son estime de soi. S'il acceptait la vérité, il s'effondrerait, mais au fond de lui, dans cette cave obscure de son psychisme qu'il refuse d'éclairer, il sait. La culpabilité qu'il a tenté de t'injecter comme un venin quotidien finit par refluer dans ses propres veines, créant une paranoïa constante. Il commence à voir des ennemis partout, à croire que tout le monde complote contre lui, car c'est ainsi qu'il agissait lui-même. Il est empoisonné par sa propre méchanceté, prisonnier d'un monde où la confiance n'existe pas. Regarde-le s'agiter, tenter de nouvelles manœuvres de séduction, essayer de te récupérer avec les mêmes promesses vides qu'il te faisait autrefois, ces fameuses lunes de miel artificielles. C'est pathétique, n'est-ce pas? C'est le spectacle d'un vieux magicien dont tout le monde connaît les trucs, dont les mains tremblent et dont les accessoires sont usés. Les ficelles sont trop grosses, les colombes sont empaillées, et le public a quitté la salle depuis longtemps pour aller voir la vraie vie. Il joue sa dernière carte, celle de la pitié, simulant une dépression ou une prise de conscience soudaine. Mais tu as appris à lire entre les lignes de son scénario. Tu vois le prédateur aux aguets derrière le masque du pénitent éploré. Tu sais que s'il parvenait à te faire revenir, le cycle de l'abus recommencerait dans l'heure, plus violent encore pour te punir d'être parti. Le narcissique est, par essence, un trou noir émotionnel. Il absorbe la lumière, la joie et l'énergie de tout ce qui l'entoure sans jamais rien produire en retour. Mais la physique de l'âme est cruelle. Un trou noir finit par s'évaporer s'il n'a plus rien à absorber. En lui retirant ton énergie, en cessant d'être son approvisionnement narcissique, tu as signé son arrêt de mort symbolique. Il va errer d'une proie à l'autre, laissant derrière lui un sillage de destruction et de larmes. Mais il ne trouvera jamais la paix, car la paix demande une réconciliation avec soi-même qu'il refuse. Sa vie est une quête sans fin pour remplir un vase percé avec l'eau du cœur des autres. Il est condamné à l'insatisfaction chronique, à l'ennui mortel d'une existence sans authenticité, à la sensation d'être un imposteur permanent dans sa propre peau. Pendant ce temps, ta vie commence à prendre des couleurs que tu avais oubliées depuis l'enfance, le poids permanent sur ta poitrine, cette oppression qui t'empêchait de respirer, s'allège de jour en jour.
Tu n'as plus à surveiller tes paroles, de peur de déclencher une tempête. Tu n'as plus à anticiper ces crises d'humeur imprévisibles. Tu n'as plus à t'excuser d'exister ou de réussir. Tu redécouvres le plaisir simple d'une soirée calme, sans drame, d'une conversation honnête où les mots signifient ce qu'ils disent, d'un sommeil profond, sans cauchemar de trahison. Cette liberté retrouvée est le plus beau des camouflets pour celui qui voulait t'enchaîner à ses propres névroses. Tu es le témoignage vivant, vibrant, que sa puissance n'était qu'une illusion d'optique, un château de cartes soufflé par le premier vent de vérité et de courage. À quel moment précis as-tu senti que le lien était définitivement tranché? Était-ce lors de ce dernier mensonge trop gros pour être avalé? Ou lors de cette énième insulte qui a agi comme un électrochoc? Partage ce déclic, cette étincelle de lucidité qui a tout changé, car ton témoignage est une carte pour ceux qui sont encore perdus dans le labyrinthe. Ta voix pourrait être la clé de la cellule pour quelqu'un qui cherche encore la sortie, quelqu'un qui croit encore qu'il est responsable de la folie de l'autre. En parlant, tu transformes ta souffrance en un phare pour les autres naufrageux. La transformation que tu vis n'est pas seulement une guérison, c'est une alchimie spirituelle. Tu as transformé le plomb de son abus, de son mépris et de sa froideur en l'or pur de ta résilience et de ta souveraineté. Tu es plus lucide, plus forte, plus consciente de ta valeur intrinsèque que tu ne l'as jamais été avant de le rencontrer. Tu as traversé le feu de l'enfer psychologique et tu en es ressorti trempé comme de l'acier de haute qualité. Lui, il est resté de l'autre côté, figé dans sa propre glace, incapable de comprendre comment tu as pu survivre et t'épanouir sans lui. Il ne peut pas comprendre ta métamorphose car il est structurellement incapable de changer. Il est une structure rigide et cassante qui finit toujours par se briser sous la pression de la réalité, alors que tu es devenu fluide, capable de te réinventer sans cesse. Sa plus grande peur, celle qui le réveillait en sueur au milieu de ses rêves de grandeur, était que tu te rendes compte que tu n'avais absolument pas besoin de lui pour être entière. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Tu as découvert que ta force ne venait pas de son approbation sporadique, mais de ta propre source intérieure, inépuisable. Cette autonomie émotionnelle est pour lui une insulte personnelle, un crime de lèse-majesté. Il voulait être ton oxygène. Il n'était qu'un gaz toxique qui t'asphyxiait lentement. Maintenant que tu respires, à plein poumon, l'air de la liberté, il s'étouffe dans son propre sillage, incapable de trouver un sens à sa vie sans quelqu'un à écraser. C'est la justice poétique du destin, le retour à l'équilibre naturel des choses. N'oublie jamais que le narcissique est un maître de la mise en scène, un réalisateur de films d'horreur qui se fait passer pour un film d'amour. Même son agonie sera théâtralisée s'il pense pouvoir en tirer un dernier bénéfice, une dernière larme de ta part. Il jouera peut-être la carte de la maladie soudaine, du désespoir suicidaire ou de la ruine financière pour te forcer à revenir vers lui par compassion, cette qualité qu'il a tant exploitée chez toi. Ne te laisse pas attendrir par ses larmes de crocodile. Sa souffrance est réelle, certes, mais elle est le produit de sa propre nature, pas de tes actions. Tu n'es pas son médecin, tu n'es pas son sauveur, et tu n'es certainement plus son punching ball émotionnel. Laisse-le face à ses responsabilités et à ses démons. C'est le seul moyen, l'unique voie pour que le karma fasse son œuvre de purification. Le silence que tu lui imposes aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une forme de respect sacré pour toi-même. C'est la frontière ultime, la ligne rouge qu'il ne pourra plus jamais franchir. Chaque jour de silence est une victoire éclatante,
une brique de plus dans la muraille de ta protection et de ta reconstruction. Il peut hurler dans le vide, supplier tes amis, menacer de tout détruire. Tant que tu ne réponds pas, tant que tu ne lui donnes pas cette réaction qu'il convoite, il reste impuissant, réduit à sa taille réelle, celle d'un petit enfant colérique dans un corps d'adulte. Ton absence totale de réaction est l'arme absolue, le miroir qui le renvoie à sa propre insignifiance. Il n'est plus rien dans ton univers, et c'est cette disparition totale qui constitue sa torture la plus raffinée. Car pour lui, ne pas être vu, c'est ne pas exister. Imagine-le dans quelques années, quand la poussière sera retombée. Il sera le même, peut-être avec quelques rides d'amertume, de plus autour des yeux et un regard encore plus vide. Il racontera toujours les mêmes histoires de trahison, blâmera toujours les mêmes ex pour ses échecs répétés, cherchant désespérément une nouvelle oreille complaisante. Il sera devenu une caricature de lui-même, un disque rayé tournant en boucle dans une pièce vide, et toi, tu seras loin, très loin, géographiquement ou mentalement. Tu auras construit une vie riche, vibrante, entourée de personnes qui t'aiment pour ton essence, et non pour ce que tu peux leur sacrifier. Le contraste entre vos deux destinées sera la preuve ultime de la vérité. Non pas parce que tu auras cherché activement à te venger, mais parce que tu auras choisi, avec une détermination féroce, de vivre vraiment. Avant de clore ce chapitre de notre exploration, voici les 4 piliers pour ancrer ta nouvelle réalité dans le sol fertile de la vérité. Premièrement, pratique le silence absolu, le no contact, non pas comme une tactique de manipulation, mais comme un acte de dévotion envers ta propre paix. Chaque tentative de contact de sa part est un hameçon rouillé qui ne mérite pas que tu y mordes, car ta réponse, même négative, est le seul carburant qui permet à son moteur de tourner encore. Coupe les ponts, bloque les accès, protège ton espace comme un sanctuaire inviolable. Deuxièmement, redessine les contours de ton territoire personnel avec une exigence de fer. Apprends à dire non sans trembler, sans te justifier, sans chercher à plaire. Chaque explication que tu donnes est une faille, une petite porte ouverte dans laquelle il s'engouffrera avec la dextérité d'un serpent, pour tenter de manipuler à nouveau ta perception du réel. Ta parole est d'or. Ne la gaspille pas pour celui qui ne sait qu'en faire du plomb. Troisièmement, observe ses agitations et ses tentatives de retour avec la distance froide et analytique d'un entomologiste étudiant un insecte sous une loupe de laboratoire. En cessant de voir en lui un partenaire ou même un être humain doué d'empathie, pour n'y voir qu'un cas clinique, un ensemble de symptômes prévisibles, tu neutralises instantanément la charge émotionnelle qu'il tente de projeter sur toi. La connaissance est ton bouclier. Quatrièmement, investis chaque once d'énergie, chaque minute de temps que tu consacrais autrefois à essayer de le comprendre, de le soigner ou de le satisfaire, dans la reconstruction de tes propres rêves oubliés. La meilleure réponse, la seule vengeance qui vaille, est de devenir une version de toi-même si rayonnante, si accomplie et si libre qu'il ne pourrait même plus en supporter l'éclat sans être ébloui. Tu es maintenant à l'abri, dans cette forteresse de conscience que tu as bâtie avec les décombres de ton ancienne vie. Le vent peut souffler dehors. Il peut hurler ton nom avec désespoir ou avec rage. Il ne peut plus t'atteindre. Tu as repris les clés de ton royaume intérieur. Cette force tranquille que tu sens monter en toi, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de ton immense courage. Tu as choisi la vérité plutôt que l'illusion confortable, la vie authentique plutôt que l'emprise mortifère.
C'est un acte de bravoure que peu de gens osent accomplir jusqu'au bout. En validant cette réflexion par ton geste, par ton engagement envers toi-même, tu signes aujourd'hui ton acte d'indépendance définitif. Tu transformes chaque cicatrice laissée par ses griffes en un sceau de sagesse inaltérable, une marque de distinction qui prouve que tu as survécu à l'ombre. Marche désormais la tête haute, les épaules légères, car l'ombre est définitivement derrière toi, et l'horizon, vaste et prometteur, t'appartient enfin. Tu es libre.